Deuxième condition spécifique au contrat de société, condition prévue par la jurisprudence, c'est l'affectio societatis. L'affectio societatis, donc, je le rappelle, est le quatrième élément spécifique du contrat de société. À la différence des autres éléments du contrat de société, l'affectio societatis n'est pas prévue par l'article 982 du Derrière les obligations et contrats, mais par la jurisprudence. En effet, dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 10 juin 1953, la haute juridiction affirme, je cite, qu'il ne saurait y avoir de société en l'absence d'affectio societatis. Son absence lors de la création de la société est donc une cause de nullité de cette société et sa disparition en cours de vie sociale est en principe une cause de dissolution. La difficulté tient toutefois au fait qu'il est difficile de définir l'affectio societatis dans la mesure où cet élément intentionnel varie selon les catégories de société. Néanmoins, on peut définir l'affectio societatis comme l'intention de s'associer, de collaborer effectivement à l'exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité. Cette définition est cependant acceptable dans les sociétés de petite taille, créées entre partenaires. À l'évidence, cette définition est beaucoup plus difficile à percevoir dans une société cotée en bourse. Enfin, sur ce quatrième élément spécifique du contrat de société, l'affectio societatis est un critère qui permet de distinguer le contrat de société avec les contrats présentant une certaine analogie, mais où l'intention de s'associer fait défaut. C'est le cas par exemple de l'indivision ou encore du contrat de travail. Après avoir vu ces conditions spécifiques du contrat de société, voyons maintenant quelles sont les conditions de forme relatives à la formation du contrat de société. Contrairement aux conditions de fond, le non-respect des conditions de forme du contrat de société n'est pas sanctionné par la nullité de la société. Ces conditions de forme tiennent pour l'essentiel à deux séries d'éléments. D'une part, la rédaction d'un écrit, c'est-à-dire les statuts, et d'autre part, l'accomplissement des formalités complémentaires. D'abord, voyons la rédaction des statuts. Pour la société, en principe, l'acte écrit n'est pas exigé, mais selon l'article 987 du Derrière les obligations et contrats, la forme écrite s'impose. Les statuts constituent l'acte de constitution de la société par lequel les parties formalisent leur accord. C'est un document indispensable, non seulement pour arrêter les règles de fonctionnement de la société, mais également pour pouvoir ensuite la faire immatriculer au registre du commerce. En droit marocain des sociétés, la société doit être établie par un écrit, et cet écrit peut être soit un acte notarié,
soit un acte sous seing privé. Cependant, le recours à l'acte notarié n'est pas obligatoire. Dans la généralité des cas, les statuts d'une société sont souvent établis sous seing privé. Rédigés sous seing privé, les statuts doivent être dressés en autant d'originaux et remettre un exemplaire à chaque associé. Dans la pratique, parallèlement, il est dressé 3 exemplaires, l'un pour l'enregistrement auprès de l'administration fiscale, un pour le greffe du tribunal de commerce et un pour les archives de la société. Cependant, lorsqu'il existe un apport en biens immeubles, le recours à la forme authentique est obligatoire pour satisfaire les exigences du Code de droit réel de 2011. Juridiquement, il faut retenir que l'absence d'écrit ne permet pas à la société d'acquérir la personnalité morale, car les formalités de publicité, en particulier l'immatriculation, nécessitent que des statuts soient rédigés. Ceci est valable pour la forme. Maintenant, voyons ce qui en est pour le contenu des statuts. Les statuts doivent consigner les apports de chaque associé, mais au terme de l'article 45 du Code de commerce marocain, les statuts doivent comporter au minimum 11 mentions obligatoires, à savoir les noms et prénoms des associés, la raison sociale ou la dénomination de la société et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce, l'objet de la société, l'activité effectivement exercée, le siège social, les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, la forme juridique de la société, le montant du capital social, et si la société est à capital variable, la somme au-dessus de laquelle le capital ne peut être réduit, la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit finir, et enfin, la 11e mention, la date et le numéro du dépôt des statuts au secrétariat greffe. Tous les associés doivent signer les statuts, soit en personne, soit par mandataire, justifiant d'un pouvoir spécial, conformément à l'article 891 du Daïr des obligations et contrats. Qu'en est-il maintenant des formalités postérieures à la signature des statuts? Après la rédaction de l'acte de constitution de la société, les associés doivent accomplir toute une série de formalités postérieures à la signature des statuts. Ces formalités sont des formalités de dépôt et de publicité. Elles sont au nombre de 5, l'enregistrement des statuts, le dépôt au greffe du tribunal de commerce, la constitution d'un dossier auprès du centre régional d'investissement, l'immatriculation au registre du commerce et enfin la publication d'un avis au bulletin officiel. D'abord, l'enregistrement des statuts. Dès que les statuts ont été signés par tous les associés, ils doivent être soumis
à l'enregistrement auprès de la direction régionale des impôts représentée au sein du centre régional d'investissement. L'enregistrement doit être fait dans le délai d'un mois à compter de l'acte constitutif de la société, c'est-à-dire du jour où la dernière signature a été apposée sur l'acte. S'agissant du dépôt des statuts, le dépôt est une formalité qui consiste à déposer au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société en triple exemplaire, les statuts et diverses autres pièces, comme par exemple les actes de nomination des premiers dirigeants sociaux, s'ils n'ont pas été désignés dans les statuts, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature. Le dépôt de ces actes ou pièces est constaté par un procès verbal dressé par le greffier qui vérifie la régularité de la constitution de la société. Qu'en est-il maintenant de la constitution d'un dossier auprès du Centre régional d'investissement? Le Centre régional d'investissement, à travers son guichet d'aide à la création d'entreprises, facilite l'acte de création de la société. S'agissant de l'immatriculation au registre du commerce, il faut savoir que s'il y a une grande diversité d'exploitations commerciales, la loi commerciale ne fait aucune distinction entre les commerçants quant à leurs obligations. Ainsi, la première obligation qui pèse sur les fondateurs de la société est l'immatriculation au registre du commerce, puisque l'immatriculation au registre du commerce se situe au point de départ de l'activité commerciale. D'ailleurs, selon l'article 37 du Code de commerce marocain, la création d'une société commerciale nécessite une inscription au registre du commerce. Cette inscription doit, selon l'article 75, alinéa 2 du Code de commerce marocain, intervenir dans les 3 mois de la constitution de la société. Et selon l'article 38 du Code de commerce marocain, seuls les gérants, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion peuvent procéder à l'immatriculation de la société. La demande d'immatriculation doit, selon l'article 39, alinéa 2 du Code de commerce marocain, être déposée auprès du secrétariat greffe dans le ressort duquel est situé le siège social. L'article, et nous l'avons déjà dit précédemment, l'article 45 du Code de commerce marocain prévoit les mentions obligatoires que doit contenir la déclaration d'immatriculation. Ainsi réalisée, l'immatriculation emporte une double fonction. Une fonction de publicité et une fonction de preuve. La fonction de publicité, d'abord, est une obligation faite aux sociétés commerciales d'indiquer leur numéro d'immatriculation sur tous les papiers commerciaux. La fonction de preuve, quant à elle, réside dans le fait que l'immatriculation au registre de commerce emporte présomption, c'est-à-dire une preuve, sauf preuve contraire, de l'existence de la personnalité morale. Dernier point concerne la publication d'un avis au bulletin officiel. Après l'immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société commerciale fait l'objet d'une publicité
au moyen d'un avis au bulletin officiel et dans un journal d'annonce légale. Au Maroc, toutes les sociétés commerciales doivent faire cette publication dans le délai légal qui est de 30 jours. Voyons maintenant quelles sont les sanctions de l'inobservation des conditions de formation de contrat. Nous l'avons dit précédemment que la nullité, c'est la sanction de l'inobservation par les parties des conditions de formation du contrat. Qu'en est-il en droit des sociétés? Mais d'abord, en droit commun. En droit commun, des obligations, et je répète, la nullité est la sanction normale du non-respect des conditions de formation du contrat. En droit des sociétés, la nullité d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 982 du Daïr des obligations de contrat, ou l'une des causes de nullité des contrats en général. Il peut donc y avoir deux séries de causes de nullité. D'une part, la violation des conditions générales de formation des contrats, et d'autre part, celle des conditions spécifiques de formation du contrat de société. Que la nullité soit absolue ou relative, leurs effets sont les mêmes, notamment l'anéantissement rétroactif du contrat. Dans ce cas, le contrat est censé n'avoir jamais existé. En droit des sociétés, l'application du régime des nullités au contrat de société présente de graves inconvénients. En effet, si la société est annulée, les contrats de travail, les contrats d'achat ou de vente le sont également. Cette situation peut être très dommageable aux tiers de bonne foi. C'est la raison pour laquelle le législateur marocain a considérablement réduit le champ d'application de la nullité en droit des sociétés. Ainsi, lorsqu'il existe une cause de nullité, cette dernière n'est pas automatique. Pour produire ses effets, la nullité doit effectivement résulter d'une décision judiciaire. Contrairement au droit commun, en droit des sociétés, la nullité d'une société, lorsqu'elle est prononcée, n'a aucun effet rétroactif. Ici, la nullité est assimilée à une dissolution. Le jugement d'annulation met fin à la personnalité morale de la société. Cette dernière cesse d'exister pour l'avenir. On voit dans cette sanction que le législateur a entendu protéger les tiers de bonne foi. En cas d'annulation, les associés fondateurs responsables de l'irrégularité peuvent voir leur responsabilité civile engagée sur le fondement des articles 77 et 78 du Daïr des obligations et contrats. Mais contrairement au droit commun, toutes les actions en nullité peuvent être écartées par l'exercice d'une régularisation. Voyons maintenant quelles sont les règles communes de fonctionnement et de dissolution.